Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, ce lundi matin, bienvenue dans notre matinale d'info avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de Debout la France et député de l'Essonne. Et pour vous interroger ce matin à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio et Oriane Mancini de Public Sénat. Deux femmes, vous avez de la chance. Bonjour. Nicolas Dupont-Aignan, malgré son émission face aux Français la semaine dernière, François Hollande, dans tous les cas de figure, est éliminé au premier tour, selon un sondage de ce week-end d'ailleurs. Peut-il être encore candidat, demande le Figaro ce matin. Doit-il renoncer à se présenter? Bon, c'est à lui de trancher, c'est pas à moi de le dire. Ce qui est sûr, c'est que les Français ont du bon sens. Ils ont compris qu'ils ne servaient à rien. Vous savez, c'est d'ailleurs pas seulement le problème de François Hollande, c'est le problème d'une classe politique qui commente les événements et qui ne prend pas les mesures qui s'imposent. Donc voilà. 14% souhaitent le voir représenter la gauche en 2017. Mais j'ai toujours dit que le Parti socialiste finirait comme le PASOK grec. À partir du moment où il a abandonné le peuple, à partir du moment où il ne prend pas de décision fondamentale, je prends l'exemple de la crise migratoire, l'accord avec la Turquie. Nous lançons d'ailleurs une pétition sur le site de Debout la France aujourd'hui. Cet accord scandaleux avec la Turquie qui va supprimer les visas, c'est-à-dire permettre la libre circulation de 80 millions de citoyens turcs sur le sol de Schengen. Mais c'est une folie absolue. Travailleur détaché, il ne fait rien. Sur tous les sujets, délinquance, il ne fait rien. C'est pas un besoin de changement. Mais c'est un besoin de changement, mais c'est surtout le fait qu'il n'a pas agi au service de la France. C'est ça le fond du problème. Et c'est pour ça que je suis candidat. Oriane Mancini. Nicolas Dupont-Aignan, pour revenir sur ces sondages, ces mêmes sondages qui vous créditent de 5 à 8% des voix, alors que vous aviez fait moins de 2% au premier tour de la présidentielle. Est-ce que c'est une bonne surprise pour vous? C'est une bonne surprise, mais c'est un socle de départ de 6 à 8%. 8% dans beaucoup de... Je n'ai jamais eu ce type de sondage. Or, les sondages me sous-estiment toujours. Ça veut dire que la voie que je propose, qui est une voie de rupture radicale, mais en même temps avec bon sens, commence à toucher les Français, alors que j'ai beaucoup moins de grandes émissions que mes concurrents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français commencent à comprendre qu'ils ne veulent plus de Hollande, mais que les Républicains, ce sera la même chose en plus dur. Et que donc il faut changer de cap économique, il faut changer de cap politique, il faut changer de cap migratoire. Moi, je veux traiter les problèmes à la racine. Mais vous voulez être le président de l'ordre et de la justice sociale, hein. C'est comme ça que vous vous présentez pour 2017. Oui. Alors on a l'impression qu'il y a un peu de droite, un peu de gauche, justice sociale, et que vous voulez pas casser la vaisselle comme le Front National. Il n'y a pas une ambiguïté quand même? Mais il y a justement ce qu'attendent les Français. Moi, je vais vous dire, je suis candidat parce que je sais qu'il y a une autre politique possible et je veux qu'on sorte nos compatriotes d'un piège. Le piège, vous le connaissez, vous le connaissez bien tous les trois. Le piège, c'est soit on continue avec les incompétents qui ont ruiné la France et qui ne devraient même pas oser se représenter. Dans un pays normal, ils ne se représenteraient pas. Vous mettez au même plan Nicolas Sarkozy. Ils ont gouverné 10 ans, la droite. 10 ans. Et ils osent se représenter, ils ont ruiné la France. La dette, l'immigration massive, le chômage, la misère. Enfin, c'est insensé. Alors, ce qui se passe. Et attendez, je finis le piège. Oui. Le piège, soit on vote pour cela, soit on part au Front National. Eh bien, il y a 20 millions de Français qui s'abstiennent parce qu'ils ne supportent plus cette espèce de chantage permanent de la classe politique. Mais pour qu'on vous situe bien... je propose justement une voie gaulliste, sociale, c'est-à-dire je veux rétablir l'ordre, contrôle des frontières, mettre les délinquants en prison, avoir des repères, et je veux aussi qu'on parte pas dans une espèce de purge très dur pour les Français que proposent les Républicains. Je crois qu'on peut redresser la France, relocaliser les productions et ne pas accabler les Français d'une régression sociale encore aggravée comme le proposent les Républicains. Véronique Jacquier. Gaulliste social, canal souverainiste. Donc, si on vous comprend bien. Mais gaulliste, c'est l'indépendance du pays. On ne pourra rien faire sans l'indépendance de la France. Mais alors, vous prenez une autre politique, on a à peu près compris laquelle, avec un renouvellement de la classe politique. Vous gouverneriez avec qui si vous étiez à l'Élysée? Vous en faites pas, il y aura du monde. Avec ceux des personnalités de la société civile? Mais avec des personnalités politiques, celles qui veulent rompre avec l'Union européenne telle qu'elle l'est et construire une belle Europe des projets, lutte contre le cancer, des projets comme Airbus, mais plus cette espèce d'Union européenne totalitaire, et puis avec des personnalités de la société civile. Il y en a beaucoup, vous savez. Il y a des élus locaux. J'ai des ralliements en ce moment très importants de maires que vous ne connaissez pas bien, qui ne sont pas des célébrités
à la télévision, mais qui sur Territoire sont d'Info, connus. on connaît bien les Par maires. exemple, je prends un exemple, un tout nouveau qui a été secrétaire départemental des Républicains dans les Hautes-Alpes pendant des années, Victor Béringuel, qui est maire, président de communauté de communes. On a un réseau d'élus locaux, de gens sincères, qui bossent sur le territoire, qui sont jamais reconnus par les grands partis, qui ont fait leurs preuves. Pourquoi on ne parle jamais d'eux? Je sais que vous en parlez. Il y a toute cette France rurale, des petites villes, qui bosse, qui n'est jamais reconnu et qui me soutient. Et je peux vous dire que je fais des déplacements qu'est-ce que vous 3 fois par répondez semaine. Non, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui peuvent vous dire aussi que vous incarnez une vieille politique? Vous êtes énarque, vous êtes élu depuis des années. Et qui est-ce qui a rompu? Quel est le seul homme politique qui a démissionné au moment où Sarkozy gagnait pour défendre mes valeurs et mes principes? Vous savez, il y en a beaucoup qui critiquent aujourd'hui, mais qui ont été à la soupe et qui sont solidaires des choix. Moi, quand Nicolas Sarkozy est revenu sur le vote des Français de 2005, j'ai claqué la porte et j'ai fondé un nouveau parti. Parce que je crois au respect du peuple. Et le problème de fond, c'est la confiance. Pour compléter la question de Véronique Jacquier, vous êtes maire depuis 95, Et député alors, depuis réélu à 97, 80%. vous étiez candidat à la présidentielle en 2012. En quoi est-ce que vous incarnez le renouveau? Mais le renouveau de politique. Je veux une nouvelle politique. Vous savez, on ne peut pas arriver comme ça par l'opération du Saint-Esprit. J'ai été réélu maire, justement. Emmanuel Macron arrive justement, un petit peu par l'opération du candidat Saint-Esprit. des banques, du CAC 40, de l'argent roi qui a jamais rien fait. Moi, j'ai été réélu, Madame Jacquier, à 80%, à 3 reprises dans une ville de banlieue qui était socialiste. Je crois que j'ai prouvé, par mon ancrage local, que j'étais capable de faire des choses. Et je propose un programme nouveau. Ce programme nouveau, c'est de contrôler nos frontières, c'est de relancer la machine économique, c'est de défendre nos valeurs, la laïcité qui est attaquée terriblement. Les Français sont dépossédés de leur pays. Ils ne se reconnaissent plus dans la France telle que les partis traditionnels sont en train de la fabriquer. C'est terrible ce qui se passe. Vous savez, je vais en province, dans toutes les petites villes, le monde rural est totalement massacré. Les services publics disparaissent. C'est monstrueux ce qui se passe. Les agriculteurs se suicident. Donc il faut une autre politique et je la propose. Et Oriane Mancini. On va passer à un autre sujet, Nicolas Dupont-Aignan. Aujourd'hui, Christophe Sirugue remet un rapport à Manuel Valls sur les minima sociaux. Il souhaite ouvrir le droit au RSA aux jeunes de 21 ans. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est de la démagogie. Moi, ce que je veux, c'est créer de l'emploi pour les jeunes. Ce que je veux, c'est relocaliser 1 million d'emplois pour permettre aux jeunes d'avoir une dignité par le travail. Le seul objectif du gouvernement socialiste, et c'est pour ça qu'ils vont être balayés, c'est soit de faciliter les licenciements, c'est la loi El Khomri, soit de créer de l'assistanat. Alors, qu'on aide un jeune en difficulté, mais qu'on lui donne une activité en échange, je suis totalement hostile à cette proposition. En revanche, on pourrait très bien créer des emplois jeunes qui permettent aux jeunes de s'insérer, mais je refuse qu'on donne de l'argent sans une compensation de travail. Et je propose d'ailleurs une réforme du RSA. En échange du RSA, il faudra travailler au moins 1 journée par semaine pour la collectivité. Et je voudrais que l'on lutte vraiment contre la fraude au RSA qui est considérable dans notre pays. En un mot, moi je veux qu'on donne du travail aux jeunes, pas qu'on leur fasse la charité. Véronique Jacquier. Le pape François a ramené avec lui au Vatican 3 familles de réfugiés syriens musulmans. Est-ce que vous êtes sensible au geste du Saint-Père? Mais c'est le rôle du Saint-Père d'alerter l'opinion mondiale sur la tragédie de la Syrie, sur la tragédie de la misère en Afrique. C'est son rôle. En revanche, en tant que responsable politique, il est totalement irresponsable de faire croire à des populations brisées que leur sort, leur vie est en Europe. Leur vie, elle est sur place, elle est dans les pays limitrophes. Personne ne dit quand même, c'est incroyable, personne ne constate que l'Arabie Saoudite, le Qatar, les pays du Moyen-Orient n'accueillent pas ces pauvres malheureux. Pourquoi ce serait à l'Europe? Vous souhaitez que les représentants des autres religions fassent de même la même chose que le pape? C'est quand même extravagant de voir que les réfugiés seraient accueillis naturellement en Europe, alors que ce n'est pas leur continent, ce n'est pas leur culture, et que les pays de la zone les refusent et les rejettent. Il faut arrêter quand même. Il faut arrêter de culpabiliser les Français. Vous savez, c'est extrêmement grave la crise migratoire. Si on ne rétablit pas les frontières nationales, si on ne développe pas l'Afrique par ailleurs, car je suis le seul à parler du développement de l'Afrique. Mais donc quand le pape François dit nous sommes tous des migrants, pour vous c'est dangereux de tenir une telle phrase? Mais c'est le rôle du pape de tenir ce type de phrase. Mais c'est une phrase totalement inopérante pour un dirigeant.
politique. Car est-ce que c'est sain de déstabiliser l'Europe? Est-ce que c'est sain, dans un pays qui a des millions de chômeurs, d'amener des personnes qui ne pourront pas s'intégrer tout de suite? C'est irresponsable. Et je le dis. Et je vais vous dire, aujourd'hui, la France est submergée. On ne peut pas continuer comme cela. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter. On doit développer l'Afrique. On doit avoir un plan pour développer le Maghreb. Sinon, nous aurons une crise terrible au Maghreb. Oriane Mancini. Alain Finkielkraut, ce week-end, s'est rendu place de la République. Il a été insulté, expulsé par le mouvement Nuit debout. Est-ce que vous condamnez? Et bien sûr, c'est la République, place de la République, qu'une intelligence, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, comme Finkielkraut soit expulsé, ça montre l'espèce de barbarie et le sectarisme d'organisations qui sont debout la nuit et couchées le jour, qui finalement se complaisent dans un désordre. Je comprends une certaine partie de la jeunesse qui est révoltée, parce qu'il y a de quoi être révolté pour être dans cette régression sociale permanente. Et c'est pourquoi je veux un programme de relance économique, de relocalisation de l'emploi très forte, mais en même temps, on voit bien la dérive de ces manifestations. Mais c'est aberrant. Mais c'est aberrant. Mais le gouvernement n'est plus en état. Il y a une vacance du pouvoir, en fait. Il y a un délitement. Mais plus qu'un délitement, c'est la chienlit, comme disait le général de Gaulle. C'est ahurissant ce qui se passe. Est-ce qu'il faut interdire le mouvement Nuit debout? Mais on n'interdit pas une révolution. En revanche, il faut peut-être enfin relancer l'économie française, redonner une dignité à la jeunesse. La jeunesse s'expatrie parce qu'on obéit à Bruxelles, au marché financier, parce qu'on n'est pas capable de relancer l'activité. Je propose une hausse des salaires nette de 10% de tous les Français, financée par une baisse des fraudes fiscales, fraudes sociales. Qu'est-ce qu'on fait contre la grande fraude fiscale? Rien. Qu'est-ce que le gouvernement fait avec les pays européens pour ramener l'argent qui va au Panama et ailleurs? Rien, je vous le dis. Alors, question Nicolas concrète sur le port du voile dans les universités, ça fait toujours débat. Hein. Manuel Valls prône son interdiction. François Hollande a dit il n'en est pas question. Quelle est votre position? Demain, mon bureau national de mon parti se réunira et tranchera cette question. Moi, à titre personnel, je suis favorable à l'interdiction. L'égalité des sexes est la base de notre civilisation. L'égalité entre les hommes et les femmes. Et je relisais d'ailleurs quelque chose sur Bourguiba en Tunisie, qui l'avait interdit. Donc ce n'est pas un problème de rejet des Français musulmans, c'est pas un rejet d'une population, c'est au contraire une exigence. Eh bien, nous devons être exigeants pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Nicolas Dupont-Aignan, la CGT s'interroge sur son efficacité. Elle réunit toute la semaine à Marseille. Elle se réunit en congrès. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de représentativité des syndicats? Vous qui aspirez à gouverner, est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous devez d'ores et déjà prendre en compte? Mais vous savez, pour que les syndicats soient représentatifs, il faudrait qu'ils se comportent comme des syndicats. Ils ne font que co-gérer la pauvreté. Ils ne veulent pas, par exemple, le drame de la CGT et des syndicats. C'est qu'ils acceptent cette Europe du nivellement social par le bas. Tant qu'ils accepteront l'Europe du nivellement social par le bas, l'émigration considérable qui font baisser les niveaux des salaires, et ils sont complices du patronat. Ils sont complices de cette mondialisation inhumaine. Donc ils sont plus crédibles. En réalité, avec qui discuter? Mais on discutera avec les salariés, mais par référendum. Vous savez, les représentants de l'oligarchie, et les syndicats font partie de ça, sont complètement dépassés parce qu'en fait, ils sont prisonniers d'un système. Moi, je veux que la France retrouve sa liberté. Ce qui ne veut pas dire d'être contre l'Europe. Ça veut dire une autre Europe. Et je suis certain qu'on pourra y arriver. Dans mon livre, j'explique pourquoi on ne doit pas désespérer de la France. On a tout pour réussir. Tout pour réussir. Nicolas Dupont-Aignan, une question qui vous concerne directement. Les députés ont adopté une proposition de loi qui modifie les règles de la campagne présidentielle. Cette loi prévoit d'assouplir la règle d'égalité stricte du temps de parole dans les médias audiovisuels. Est-ce une tentative de verrouillage pour vous, tout ça? C'est pas une tentative, c'est un verrouillage absolument scandaleux. 5 semaines sur 5 ans, c'est encore trop pour eux. Mais je vais vous dire, ce que j'ai dit en séance, j'ai dit que comme le Parti socialiste sera bientôt à un score inférieur au mien, eh bien, j'espère que j'aurai plus de temps de parole que le Parti socialiste. Donc ça vous bénéficiera? Finalement, hein, vous savez, les manœuvres électorales ont toujours échoué. Les petites manœuvres minables pour verrouiller ont toujours échoué. Et je vous invite aussi à autre chose. Je l'ai demandé à Jean-Jacques Bourdin sur RMC, je l'ai demandé à Laurence Ferrari sur iTélé. Moi, je vous demande un engagement, là, allez-y. C'est de respecter la République, c'est-à-dire de respecter l'égalité pendant les 5 dernières semaines. Si tous les journalistes républicains, qui souvent défendent la République,
eh bien, disent « nous, on respectera l'égalité parce qu'on respecte les Français », eh bien, je suis sûr que cette manœuvre eh bien, s'effondrera lamentablement. Vous n'êtes pas sans ignorer que Public Sénat se complaît aux règles du CSA en cette matière, Nicolas Dupont-Aignan. Eh bien, l'égalité, vous savez, les règles du CSA, c'est pas le CSA qui est la République. C'est la République, c'est un principe fondamental, l'égalité. Et je suis certain que vous... D'abord, je vais vous dire, vous aurez de l'audience si vous respectez l'égalité. Merci Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes président de Debout la France et député de l'Essonne d'avoir été invité de cette matinale d'infos. On passe à l'analyse de l'actualité mais aussi de vos propos ce matin avec les éditorialistes dans un instant. Voilà, aujourd'hui j'accueille Yves Tréhard du Figaro et Denis Jambard de Nice Matin qui sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour Cyril. Bonjour. On démarre tout de suite cette revue d'actualité et aussi des propos de Nicolas Dupont-Aignan qui était notre invité ce matin dans cette matinale d'infos avec les scores que prêtent les sondages à François Hollande. Malgré son émission Face aux Français, dans tous les cas de figure, le président de la République actuel serait éliminé au premier tour. 14% simplement le souhaitent voir représenter la gauche en 2017. Et votre journal Yves Tréhard ce matin pose la question, peut-il être candidat François Hollande ? Oui, c'est pas une question nouvelle d'ailleurs, hein. C'est une question qu'on se pose depuis pas mal de temps. Je crois que le problème, c'est que la gauche et le Parti socialiste plus particulièrement sont au cœur d'une crise qui est une crise violente. En fait, on s'aperçoit qu'ils n'ont jamais réussi à choisir entre un parti socialiste qui défend des vieilles idées et puis un parti socialiste réformé, comme l'avait fait la social-démocratie anglo-saxonne, eh bien aujourd'hui, et allemande, eh bien aujourd'hui, on s'aperçoit que le Parti socialiste est face à ce choix, pour faire vite, entre Valls, Macron d'un côté, et de l'autre, des idées qui sont davantage défendues par Martine Aubry. Voilà, on en est là aujourd'hui, et malheureusement, n'ayant pas fait cet aggiornamento, il est très tard, il est trop tard par rapport eh bien, à la mondialisation, au monde tel qu'il va aujourd'hui, et le Parti socialiste se retrouve dans une impasse. Nicolas Dupont-Aignan, qui était notre invité ce matin, lui dit que les Français veulent un changement, bien sûr, et ils veulent surtout pas, au fond du match, retour. François Hollande, Nicolas Sarkozy. Ce même sondage dit ça aussi, Denis Jambard. Oui, sans doute, mais je pense que, d'abord, on est à 1 an de l'élection présidentielle, méfions-nous, même si je crois au sondage. Hein, il donne le vrai niveau actuel de François Hollande. Mais je pense que ce matin, François Hollande, il regarde un autre chiffre. C'est le résultat de l'élection partielle de Nantes, dont on va qui parler, dit ce que vous dites d'ailleurs. D'abord parce que la gauche arrive en tête, ce qui ne lui est pas arrivé dans des partiels depuis fort longtemps, malgré des divisions significatives, que la droite ne fait que 23%. 23,54. Voilà, un taux d'abstention. Mathieu Annereau, qui est le candidat des Républicains, de l'UDI et du MoDem. Voilà, donc une droite rassemblée. rassemblée. Donc si vous voulez, ça traduit bien cette élection partielle, le rejet des partis traditionnels. On a une crise de la classe politique aujourd'hui massive, qu'on voit d'ailleurs dans d'autres sondages. Je pense notamment au baromètre Sofres Figaro Magazine, qui mesure les codes d'avenir des hommes politiques depuis 35 ans maintenant. Et vous vous rendez compte qu'à 1 an de l'élection présidentielle, aucun d'entre eux n'a plus de 40% de codes d'avenir. Ça n'est jamais arrivé dans les 35 dernières années. Même Macron, d'ailleurs. Nicolas Dupont-Aignan, qui était donc notre invité ce matin, lui cherche une voie gaulliste sociale, souverainiste certes, mais une voie gaulliste sociale, avec un renouvellement de la classe politique et gouverner avec la société civile. Il est en phase avec les préoccupations des Français aujourd'hui ? Oui, mais enfin, ça, vous savez, la société civile, c'est un peu la tarte à la crème. On cherche... Mais les Français en ont envie, Yves Tréhard. Ils en ont envie, mais ils en ont toujours envie, ils en ont toujours eu envie. C'est une fausse bonne idée. Pourquoi ? D'abord, quand on dit il sort de la société civile, non, je suis désolé, monsieur Macron ne sort pas plus de la société civile qu'un autre. Généralement, tous ceux qui sont dans le paysage politique, ils sortent de l'ENA, ils ont fait du cabinet ministériel. Il a dit qu'il avait le courage, lui, d'avoir quitté tout ça. Non, mais attendez, on peut le créditer de ça. Ils ont fait du cabinet ministériel, ils ont exactement le même parcours que tous. J'attends le jour où vous aurez un chef d'entreprise d'une PME de 300 ou 400 personnes qui abandonnent tout et qui viennent se présenter à une élection au suffrage universel. Ça, c'est de la société civile. Le reste, ce n'est pas de la société civile. Ils sortent tous
du même moule. Deuxième chose, la société civile, il faut s'en méfier de cette idée. Pourquoi ? Parce que quand vous gouvernez, vous êtes obligé de gouverner aussi des administrations, qui sont des administrations énormes. Si les Français savaient combien de personnel administratif avait le ministère de l'Agriculture, avait le ministère de l'Éducation. Et pour gouverner ces administrations, il faut connaître les rouages de l'État par cœur. Parce que sinon, vous vous faites rattraper par votre administration et vous vous faites même, si vous me permettez l'expression, bouffer par votre administration. Donc, quelqu'un de la société civile qui émerge comme ça, c'est très difficile pour lui d'avoir de l'autorité sur tout ce système. Je partage tout à fait le point de vue d'Yves, même si je pense que le problème français aujourd'hui est l'absence de renouvellement régulier de la classe politique. Il ne s'agit pas de rajeunir, etc. Ça, c'est des faux débats. Mais il s'agit d'avoir un système politique qui se régénère en permanence, comme dans les autres pays. Il ne faudrait pas que ces élus s'installent sur 20, 30. Regardez la durée de vie de tous nos élus. Moi, si vous voulez, on critique beaucoup, nous, les médias, les hommes politiques. En même temps, on a aussi envie de les défendre. D'abord parce que c'est un métier très difficile, c'est un métier très prenant, et c'est une responsabilité considérable. Et ce qui est en jeu, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est que le dialogue entre les médias et les hommes politiques fait qu'on les interpelle toujours sur l'intérêt particulier et on ne les interpelle plus sur l'intérêt général. Alors, il y a eu un dialogue difficile aussi ce week-end, c'est le dialogue entre Alain Finkielkraut et les organisateurs, et ceux qui participent à la Nuit debout. Pourquoi, Yves Tréhard, cette incompréhension au fond ? Là, il y avait un dialogue citoyen possible. C'est pas une incompréhension, c'est qu'ils sont Nuit debout. Il n'y a que les journalistes pour pas le savoir. C'est un rassemblement de gauchistes déterminés qui sont pas plus, qui sont absolument pas. Ça a l'air plus hétéroclite que ça. Mais pas du tout. Mais allez voir. C'est quand même un rassemblement d'étudiants attardés, de syndicalistes en mal d'audience, d'intellos en mal de public, il est dur, là. Et d'altermondialistes. C'est exactement ça. Mais attendez. C'est paraît-il une nouvelle expression démocratique. Absolument. C'est ce qu'on nous dit. C'est absolument pas le cas. Est-ce qu'une nouvelle expression démocratique, dès que vient auprès d'elle quelqu'un qui a envie de l'interpeller, de discuter, qui ne partage pas ses points de vue, est lynché, mais rejeté, repoussé, et personne n'accepte la discussion. Donc ça révèle ce qu'est ce mouvement, qui par ailleurs, moi je tiens quand même à le souligner, est un mouvement qui est très minoritaire, minuscule à la limite. Pourquoi ne s'intéresse-t-on pas, Yves l'a déjà écrit, je crois, dans son journal, à ces 180 000 étudiants français qui partent à l'étranger et qui, pour la plupart, ne reviennent pas? Pourquoi ne s'intéresse-t-on pas à cet électorat jeune de 18-34 ans qui, maintenant, majoritairement, vote pour le Front National et qui exprime, en effet, une interrogation de la jeunesse. Mais l'interrogation de la jeunesse, et ça aussi, il y a une responsabilité médiatique et politique, elle ne se concentre pas sur la place de la République. En une minute, la CGT s'interroge sur son efficacité. Il y a un problème de représentativité aussi syndicale. Elle aurait dû s'interroger depuis longtemps, hein, la CGT. Là, c'est pas un train, c'est 10 trains de retard, si vous voulez. La CGT. Là aussi, il n'y a plus de dialogue. Où est le dialogue dans la société elle est en française 1946, encore là aujourd'hui. Comment vous voulez que la CGT puisse avoir quelque poids que ce soit? Là aussi, il faudrait s'interroger sur tous les passe-droits que la CGT. Il faut quand même savoir qu'il n'y a eu que 8% des salariés français qui sont syndiqués. Il y a une crise de représentativité qui dure depuis des années. Pourquoi ces syndicats ne s'interrogent pas sur le mal qui les frappe? Nice Matin et l'écotaxe, qui va payer en PACA, Denis Jambard? Parce que M. Estrosi envisage de rétablir une écotaxe et donc le débat est ouvert. Nice Matin et Le Figaro, c'est François Hollande, peut-il être candidat? On vient d'en parler. C'est le sondage dont on vient de parler qui montre que dans tous les cas de figure, François Hollande n'est pas qualifié pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Et que dans tous les cas, c'est une première dans la Ve République? C'est une première, on a vu que ça serait une première pour un président sortant. Ce qui est intéressant avec François Hollande, c'est que jamais sous la Ve République, un président sortant qui voulait se représenter a été contesté dans son camp. Et là, on voit bien que François Hollande, y compris dans son camp, n'est ni incontestable, ni est contesté et contestable. 14% simplement le souhaitent voir représenter la gauche en 2017. Merci Yves Tréhard, merci Denis Jambard. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'info. Les programmes continuent sur Public Sénat toute la journée. À demain.